Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, on va parler des végétariens, des poissons et des outils numériques. Donc il y aurait un petit danger pour les végétariens. Alors c'est un petit peu un titre putaclic puisque la semaine dernière j'ai fait les dangers de la diète cétogène. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison. Et surtout que l'actualité en parle. Donc, mais on en parlera un petit peu plus en détail en prenant un peu de recul par rapport à tout ça d'ailleurs. Bon, ce week-end, sinon, j'ai parlé du cortisol. Donc j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Le cortisol qui baisse enfin » pour vous expliquer un petit peu comment réguler le cortisol, en tout cas quels sont les mécanismes de la baisse, de la hausse du cortisol, qu'est-ce qui peut impacter la production tout au long de la journée et de voir comment le mettre à niveau, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent supprimer le cortisol, le baisser définitivement. C'est stupide, puisque déjà il n'est pas là pour rien. Je pense que vous le savez, mais c'est surtout que en l'absence de cortisol, vous sortez quasiment plus du lit, ou alors avec énormément de difficultés. Donc on parle de tout ça, on parle aussi du mode de vie. C'est beaucoup le mode de vie, puisque vous savez que c'est quelque chose moi qui me passionne. Si vous savez, si vous connaissez mon contenu depuis un certain nombre d'années, vous avez compris que je mets pas tous mes jetons sur la diététique ou tous mes jetons sur l'entraînement. Je les place de manière plus ou moins équitable entre la diététique, l'entraînement et le mode de vie. Donc dans le mode de vie, on inclut ce qu'on fait de la journée, son travail, mais également le sommeil, sa récupération, les interactions sociales, enfin bref, tout ça. Puisque moi après j'en suis convaincu, mais je suis pas le seul. Quand vous lisez la littérature scientifique, elle penche largement dans ce sens-là, que le mode de vie pèse très très lourd dans la santé et dans la longévité aussi. Et donc c'est pour ça que j'en parle énormément depuis pas mal d'années. Donc si ça vous intéresse, cette histoire de cortisol qui baisse enfin, allez voir le lien que j'ai mis dans les notes de cet épisode. Vous l'avez également reçu par mail si vous êtes abonné à ma newsletter avec tous mes conseils. Donc ça tient qu'à vous pour aller consulter ça. Donc le premier sujet par rapport aux végétariens, aux dangers des végétariens. Donc je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de problème réel. Ne vous jetez pas par la fenêtre si vous avez adopté un régime végétarien. C'est juste que il y a un gravier dans la chaussure surtout que l'article sort du site de Greger, là celui qui va à fond dans la diète végétale, donc Michael Greger, un médecin américain. Et donc, il en fait une analyse, au moins il est honnête, il en parle. Il y en a qui auraient pu faire abstraction de ça. Alors, derrière, il le justifie. Je ne sais pas s'il aurait justifié de la même manière si ça avait été une autre diète, mais en tout cas, il le justifie après derrière. On va lire ensemble et on en parlera. Donc, les végétariens, je lis, les végétariens ont-ils vraiment plus de risques d'AVC ? Donc, une récente étude révèle une statistique surprenante. Bien que les végétariens aient 15% moins de maladies cardiaques que les mangeurs de viande, ils présentent un risque accru de 67% d'AVC. Donc, pour rappel, l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral, et maladie cardiaque, c'est, on va dire, maladie cardiovasculaire. Ce qui est intéressant, c'est que les deux sont entre guillemets, des maladies liées au système cardiovasculaire. Donc, ce résultat choque, car on sait que les régimes végétariens réduisent le cholestérol, la pression artérielle et favorisent la perte de poids. Favorise la perte de poids, oui, mais pas si vous faites un régime végétarien ultra transformé. Et d'ailleurs, petit aparté, mais il y a toujours quelque chose qui m'a marqué. Vous savez ce que c'est que l'extrême du... Comment dire ? Regardez les moines qui méditent dans les temples et tout. Très zen et tout ça, esprit apaisé et tout, mais certainement à méditer donc en position sédentaire
une grande partie de la journée, plus une alimentation végétale, je dis pas qu'ils sont en mauvaise santé, hein, loin de là. Mais au niveau physique, comment dire, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de personnes fit dans les temples bouddhistes. Enfin, j'en sais rien, je suis pas allé dans les temples bouddhistes, mais en tout cas, l'image on nous envoie dans les reportages, je vais faire plus simple. Donc, ce que l'on voit des méditants, des moines et tout, c'est pas là le truc perte de poids, ça tient pas, quoi. Donc, on voit bien que végétarien plus bonne santé mentale, ça suffit pas. Il manque peut-être la dimension de l'activité physique. Peut-être qu'on retrouverait chez les moines Shaolin, je sais pas. Bon bref. Cependant, l'étude montre que le risque... Alors attendez, j'en étais où? La pression artérielle et favorise la perte de poids, autant de facteurs censés protéger contre l'AVC. Donc oui, c'est là où c'est paradoxal, c'est que la diète végétarienne qui réduit le cholestérol, la pression artérielle et encourage la perte de poids, c'est censé lutter contre les AVC, en tout cas réduire les risques d'AVC. Cependant, l'étude montre que ce risque accru pourrait être lié à d'autres facteurs comme l'âge, les végétariens étant généralement plus jeunes que les omnivores. Alors dans l'étude, de plus, les chercheurs soulignent qu'il est possible d'ajuster certains éléments pour minimiser ce risque. Il reste que crucial de comprendre ce qui, dans un régime sans viande, pourrait augmenter le risque d'AVC afin d'optimiser les choix alimentaires pour une santé globale, une meilleure santé globale. Bon, moi, il y a une chose déjà, c'est visiblement dans ce qu'il dit dans l'article, si j'ai bien lu, hein, allez contrôler, mais si j'ai bien lu, il dit que il y a une différence, en fait, les végétariens, vu qu'ils étaient plus jeunes, ça fausse un peu. Donc peut-être que plus jeune, on a plus d'AVC et que plus vieux, on a plus de maladies cardiaques. Donc ça voudrait dire que c'est pas honnête aussi pour les omnivores. Ben oui, parce que s'ils sont plus vieux, peut-être qu'ils ont plus de maladies cardiaques aussi parce qu'ils sont plus vieux. Enfin, j'essaye d'équilibrer le truc, en fait, hein, de dire, bon, du coup, on annule tout, quoi. Si on veut faire des exceptions pour les végétariens, je comprends pas pourquoi on les ferait que pour eux. Après, peut-être que je peux me tromper, et c'est juste, je suis son interprétation. Mais bon, beaucoup d'études que j'ai pu lire disent quand même que pour une personne, alors pas pour le sportif de haut niveau ou pour le sportif régulier comme vous ou moi, hein, mais on va dire que pour la personne lambda, moyenne, qui fait pas de sport ni rien, c'est vrai qu'une diète végétale semble quand même prometteuse sur le long terme, à condition de bien gérer ses protéines et de plutôt être végétarien que végétalien. Voilà. Et de bien gérer son apport protéique, parce que c'est vrai qu'on parle souvent, d'un côté, on oppose souvent, enfin c'est la guerre graisse contre sucre, hein, sauf que dans cette guerre, on oublie toujours de parler des protéines qui sont essentielles pour, ne serait-ce que pour tous les neurotransmetteurs, l'humeur et tout ça. Et vivre longtemps mais vivre déprimé, c'est pas forcément une bonne chose, ou vivre longtemps mais vivre aigri et tout, enfin se sentir pas vraiment à sa place dans sa tête, c'est pas forcément une bonne chose. Enfin, il me semble, hein, moi c'est pas souhaitable, quoi. Donc il y a forcément des avantages à la diète végétale, mais il faut voir qui la pratique. Un sportif de haut niveau ne peut pas la pratiquer sauf si il arrive vraiment à bien tirer. On a des exceptions. C'est comme les poissons volants, ça existe, mais c'est pas ce qui domine dans l'espèce. Il y a toujours des exceptions de personnes végétaliennes, même véganes, ultra sportives, ultra en forme, qui peuvent très bien se passer de produits animaux. Et il y en a pas genre un ou deux, il y en a plein. Mais globalement, c'est pas ce qui domine. Je veux dire, on n'a pas plus de Mister Olympia végétarien que, pour rappel, vous êtes sur un podcast fitness, hein, pas sur un podcast santé, que de pratiquants, de mangeurs de viande et tout ça. Donc après, on n'est pas obligé c'est ça le truc, c'est souvent le basculement, c'est végétarien, c'est pas obligatoirement une diète saine, c'est-à-dire que ça peut être une alimentation ultra transformée mais végétarienne. Et omnivore n'est pas forcément une alimentation ultra transformée. C'est ça, en fait, où souvent il y a un biais, c'est que les gens, ils se disent l'omnivore, bon, bah, on va mettre tout et n'importe quoi, la viande, les charcuteries et tout. Et dans le végétarien, on va prendre le végétarien qui fait les choses bien avec une diète méditerranéenne. Mais là, c'est normal, en fait, que les différences soient énormes. Par contre, on peut très bien faire un régime, comme je disais, un régime méditerranéen bien structuré,
Donc avec des protéines de bonne qualité, avec des graisses de bonne qualité, et d'essayer d'apporter ce qu'il faut. Mais, et là, les avantages, ça sera forcément pas les mêmes. Donc, encore une fois, et vu que beaucoup d'études sur la diététique sont basées sur le déclaratif, et je le répète, hein, beaucoup d'études sur la diététique sont basées sur le déclaratif, c'est-à-dire que on va prendre des gens, il n'y a pas quelqu'un qui les nourrit pendant 8 ans, hein, qui vient les nourrir et vider leur frigo, ils leur mettent uniquement des choses saines dans le frigo ou des choses compatibles avec l'étude. Non, c'est du déclaratif. Et du déclaratif, quand on sait le taux de mensonge qu'il peut y avoir, ou par exemple les problèmes de pression sociale ou quoi, si vous vous retrouvez devant un chercheur qui vous dit alors vous avez bien suivi votre régime, il y en a qui vont avoir les joues rouges, les oreilles qui chauffent et dire oui, 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 alors que la veille ils ont mangé un fast-food. Donc il faut pas exclure ça. C'est pour ça que le risque de biais dans les études sur la diététique c'est énorme, quoi. Et parfois même je trouve, hein, que certaines études sur le très court terme sont peut-être parfois légèrement plus pertinentes parce que justement, là, les régimes sont souvent imposés, fournis, quoi. Alors que sur le long terme, c'est souvent de l'observation, quoi. Vous remplissez un questionnaire et puis on en tire des conclusions. Bon, ben, on le sait, hein, les questionnaires, on a tous tendance parfois à se dire tiens, si je mets ça, est-ce que ça serait pas la meilleure réponse à mettre? Alors je la mets pour faire grimper un peu ma cote sociale, quoi. Ce qui est problématique quand on veut faire de la science, hein. Enfin bon. Mais bon, ce biais, j'imagine qu'il est pris en compte dans les études, quoi. Mais donc ce risque d'AVC, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Je sais pas. Est-ce que la fluidité du sang est plus élevée? Est-ce que et du coup, il y a plus de risques d'AVC, d'hémorragie au niveau du cerveau? J'en sais rien. Là, il faudrait demander à l'avis d'un cardiologue, ou je sais pas comment on appelle ça pour les spécialistes de l'AVC, donc du cerveau et du système cardiovasculaire. Est-ce qu'il y a une discipline particulière pour ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le régime végétarien, là, dans cette étude au moins, il montre qu'il y aurait 67% de plus de risque d'AVC, mais 15% de moins de maladies cardiaques. Donc, voilà. Souvent, ce genre d'études, c'est comme celle sur la diète cétogène de la semaine dernière. Ce sont des études qui suscitent de l'intérêt, du contenu choc, du contenu dans les journaux qui veulent alerter, alarmer. Alors là, vous allez avoir tous les viandards qui vont se nourrir de cette étude pour dire vous avez vu, c'est risqué. Comme la semaine dernière, tous ceux qui n'aiment pas la diète cétogène qui vont dire vous avez vu, c'était risqué. Bon, il faut pas oublier que la religion, donc les religions reculent de plus en plus dans les pays occidentaux, et donc il y en a beaucoup qui ont trouvé dans la diététique une sorte de nouvelle religion, comme un salut ou je sais pas quoi, où ils ont l'impression qu'en faisant bien, ils deviennent immortels jusqu'au jour où faute à pas de chance ou faute au hasard. Tout ne s'explique pas toujours, et un enfant très jeune qui chope une saloperie, ou quelqu'un qui fait tout bien, qui mange bien et qui fait beaucoup de sport, qui chope une saloperie, ça existe. Et là, on tombe dans ce que Camus appelle l'absurde, et ben voilà, c'est parfois comme ça. Donc il faut se dire que ce sont des outils de mode de vie. Évidemment, moi je suis convaincu qu'avoir un mode de vie, que ça soit végétarien ou méditerranéen ou paléo, à partir du moment où ce sont des aliments très sains, qu'on arrive à avoir des macros compatibles avec son mode de vie, c'est-à-dire activité physique et tout, eh bien, il y a plus de chances que ça se passe bien sur le long terme que si on a une alimentation ultra transformée, enrichie en toutes les saloperies possibles et imaginables. Mais encore une fois, c'est pas un bouclier contre la mortalité, quoi. C'est juste, on met toutes les chances de son côté. Bref, deuxième sujet, les poissons, combien par semaine pour un maximum de bienfaits et éviter, vous savez, ce qu'on appelle les métaux lourds et tout, quoi. C'est des questions qu'on se pose pas toujours, et surtout quand on suit une diète méditerranéenne, on se dit mais on veut pas trop regarder la réalité en face, parce que si on nous enlève ou on nous réduit la quantité de poissons, on va devoir se tourner vers d'autres sources de protéines comme les viandes ou les œufs, et leur contenu
en graisse, en tout ça, c'est plus du tout la même chose que du poisson, quoi. Donc les poissons, alors manger du poisson, c'est excellent pour la santé, mais attention au mercure. Donc là, c'est un article de lanutrition.fr où il se base aussi sur l'ANSES, hein. Donc l'ANSES recommande 2 portions par semaine pour bénéficier des acides gras oméga 3, EPA et DHA qui sont bons pour la santé. Et la nutrition.fr conseille 2 à 3 portions pour les omnivores, mais seulement 2 portions pour les femmes enceintes et les enfants. Car certaines espèces sont riches en mercure, donc mieux vaut préférer le saumon, la sardine ou le maquereau qui sont riches en oméga 3 et pauvres en contaminants. Et attention, il faut mieux éviter les poissons comme l'espadon, le requin ou le thon qui contiennent des niveaux élevés de mercure. Et pour les végétariens, d'autres sources d'oméga 3 existent, comme les œufs de poule nourris au lin, donc alors les filières certainement bleu blanc cœur et tout. Et donc ils disent pour votre santé, diversifiez vos poissons, limitez ceux à risque, surtout pour les groupes sensibles comme les femmes enceintes. C'est vrai que nous, à la maison, on alterne entre sardines, saumon et maquereau, donc on est plutôt compatible avec ça. 2 à 3 portions, parfois légèrement plus. Alors nous, on a des fruits de mer aussi, hein. Moi, je consomme aussi des fruits de mer, un peu de moule, un peu de, vous savez, les encornés là que je fais revenir avec de l'ail, en persillade et tout ça, qui d'ailleurs sont de mémoire assez riches en oméga 6, hein. Il faudrait regarder, mais je crois que c'est assez riche en oméga 6. Mais bon, c'est quoi? C'est rare, quoi. C'est peut-être une fois par mois. Après, ou deux. Après, c'est surtout des poissons, des petits poissons gras. Rarement du saumon parce que c'est devenu inabordable. Et c'est pas que bon. Après, ça devient déraisonnable, sauf si je trouve il y a un bon prix à un moment donné. Mais sinon, enfin, quand on fait du sport, vu les quantités de protéines qu'on consomme, non, quoi. Le saumon, de temps en temps, ok, mais tout le temps, c'est pas viable, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir parce que alors j'avais écouté une vidéo de comment il s'appelle déjà, je me rappelle plus, mais celui qui le gourou de la diète méditerranéenne, gourou c'est péjoratif, je devrais pas dire ça, mais celui qui a instauré la diète méditerranéenne un peu partout. Il expliquait que justement chez le sportif, la quantité pouvait être légèrement supérieure au niveau du poisson. Puisque, après, il faut savoir une chose déjà avec les contaminants et tout là, c'est que beaucoup de ces toxines sont ensuite stockées dans le tissu adipeux et que le fait de libérer du gras, ça libère aussi des toxines. Donc forcément, il y a des gens chez qui, alors ça c'est vraiment presque un discours de naturopathe que je vais avoir ici, mais des personnes qui ont été exposées pendant des années et des années à des contaminants, des toxines et tout, et qui sont en surpoids, quand elles décident de perdre du poids, à la libération de ce poids, elles libèrent aussi un flux de toxines dans la circulation. Et parfois, elles peuvent avoir des pathologies, ou des troubles, ou des problèmes de peau ou autres, au moment où elles vont libérer justement toutes ces toxines, elles vont se mettre à circuler. Un peu comme si le fait de les mettre de les imbriquer, on va dire, dans le tissu adipeux, il y avait une forme de protection, enfin, une séparation entre le corps et entre l'organisme et, entre guillemets, ces métaux lourds et ces toxines. Sauf que quand vous perdez ce gras, ben forcément, si vous mobilisez du gras, donc vous allez utiliser des graisses et les faire circuler dans le sang. Si ça contient également des toxines, ben ça va se retrouver là. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de régime, ça veut juste dire que une personne qui est fortement contaminée, enfin qui a été fortement contaminée, peut-être libérer une forte quantité au moment où elle perd du poids. Ça c'est vraiment un discours purement naturopathique, hein. Ce sont des choses. Alors j'avais lu un peu dans la littérature de choses comme ça aussi, mais c'est vraiment le discours qu'on entend le plus par rapport à tout ça. Donc forcément, une personne qui brûle pas mal de graisse, qui est souvent en hypocalorie, vous savez, moi je suis pas du tout en mode prise de masse tout le temps, je suis contre ça, mais ça fait des années, et je vous en parlais déjà il y a longtemps.
Mais je pense pas que ça soit sain, en fait, d'être tout le temps en surplus calorique, de tout le temps activer l'anabolisme en permanence. Ça, c'est moi, c'est à titre individuel, hein. Il y en a qui préfèrent puisque ils veulent construire du muscle, ils veulent être bodybuilder et etc. Moi, c'est pas mon souhait, hein. Encore une fois, je le répète, mais c'est pas mon souhait. Moi, j'avais un objectif, on va dire, de gabarit et ensuite, le but, c'était de le maintenir avec un taux de graisse, acceptable, quoi. Mais je sais qu'il y en a, ils veulent toujours plus, alors naturel ou pas naturel, hein. Et ça, moi, à mon sens, j'aime pas trop. J'aime pas trop le côté excessif en permanence, puisque l'humain n'a pas été habitué à ça, en fait. Il a été habitué à avoir des alternances entre anabolisme et catabolisme, et pas d'être en permanence en train d'anaboliser. Alors, quand on dit anaboliser, c'est pas forcément que du muscle. C'est qu'on construit tout, quoi. On fabrique tout, on active tous les interrupteurs de fabrication, de renouvellement et tout. Et ça, Heu, dans ce que j'ai pu voir, alors il faut pas être non plus dans l'extrême inverse, à faire des jeûnes interminables et tout et se retrouver squelettique, hein, puisque là pour l'immunité c'est pas top. Si vous avez pas de muscles, vous tiendrez pas longtemps, mais il faut essayer de trouver le juste équilibre entre les 2, quoi. Bref, mais c'est bien parce que ça avance de plus en plus vite. Moi, je pense que le 20e siècle a beaucoup aidé, sur la chirurgie, sur les médicaments et tout. Le 21e, on va ajouter, très certainement à cet arsenal le mode de vie, la compréhension de la diététique et tout ça. Et on aura peut-être une thérapie gagnante, avec justement, cet axe médecine, médicaments, chirurgie et mode de vie, alimentation, sport et tout ça, quoi. Et puis, bien entendu, psychologique. Mais on n'y est pas encore, en tout cas, pas d'une manière assez, convaincante, comme se brosser les dents, c'est bien, ou vous prenez une aspirine, vous n'aurez plus mal au crâne, quoi. Là, on en est encore à des guerres de conquête, parce que c'est de la conquête de marché, hein, sur laquelle diététique est la meilleure. Et voilà, quoi. C'est malheureux, mais pourtant les chercheurs font leur travail, hein. Mais derrière, il y a un peu de mal, quoi. Il y a un peu de résistance. Le simple fait que, vous savez qu'il y a des publicités pour des céréales très sucrées et tout ça, mis à des heures pour les enfants, on peut pas se dire qu'il y a pas un truc malsain, quoi. On peut pas se dire, et qu'il y ait de l'inaction après, et qu'en même temps on veut lutter contre l'obésité, contre la malbouffe et tout. Il y a un truc qui me semble pas clair, en fait. C'est soit on accepte que c'est pas sain, et comme on l'a fait pour le tabac, et donc du coup, on se retrouve à ne plus faire de publicité à la télévision comme on l'a fait pour le tabac, soit on continue, mais dans ce cas-là, on se dit: «Oui, mais ça rapporte quand même de l'argent, donc on l'arrête pas, quoi». Il faut trouver l'équilibre, puisqu'aujourd'hui, on sait quand même que l'alimentation ultra transformée n'est pas bonne pour la santé, quoi. Donc les outils numériques, la clé pour un mode de vie sain, alors ça, moi, j'en sais rien, mais je vais vous lire quand même. Vous aurez la source également. Tout ce dont je parle là, dites-vous bien une chose, je ne sors rien de mon chapeau, hein. C'est des choses que je lis et que je vous donne en document, enfin en document, en lien, là, si vous voulez aller voir après, approfondir tel ou tel sujet, hein. Donc les outils numériques, tels que les applications mobiles, les sites web et les messages textes, peuvent transformer votre quotidien, pour le meilleur, on va dire, et pas pour le pire. Une étude récente regroupant des données de 206 873 personnes à travers 47 études révèle des résultats impressionnants. Donc ces outils peuvent vous aider à augmenter votre activité physique de 1329 pas par jour, ce qui est pas énorme, mais c'est pas non plus rien, à ajouter 55 minutes d'exercice modéré à intense par semaine, ça c'est bien, et à réduire votre comportement sédentaire de 7 heures par semaine, c'est bien aussi. Donc c'est quasiment une journée de travail, quoi. En ce qui concerne l'alimentation, les interventions numériques ont permis de réduire la consommation de 103 calories par jour, c'est pas mal, et d'augmenter l'apport en fruits et légumes de 20% par jour, ce qui est très bien, mais j'attends de voir la consommation de départ, puisque pour augmenter sa consommation de 20% de fruits et légumes, c'est facile si tu pars de zéro, mais si, comme moi, tu en bouffes 300 grammes par repas, enfin 20%, ça représente beaucoup. De plus, ces outils ont aidé les utilisateurs à perdre en moyenne 1,9 kg en 12 semaines, ce qui est bien, on va dire 2 kilos. Et les bienfaits se ressentent aussi sur la qualité du sommeil, avec une amélioration notable et une réduction des insomnies.
Alors là, donc face à la montée des maladies chroniques comme l'obésité et le diabète, ces outils numériques pourraient bien être la solution accessible à tous pour améliorer la santé publique, en les intégrant à votre routine pour augmenter votre chance de succès pour une meilleure santé. Moi, je suis convaincu que tous ces outils numériques sont bien, que ce soit les notifications qui vous disent soyez plus actifs. D'ailleurs, j'ai râlé auprès de Fitbit, ils m'ont renvoyé un boîtier parce que le mien, la batterie était morte. Et c'est vrai que, mais je vais certainement quand même changer puisque je veux quelque chose qui tienne le plus longtemps en batterie. D'ailleurs, je vous remercie encore pour toutes les recommandations de montres, de trackers d'activités que vous m'avez donné, que ce soit en commentaire ou en message privé. Je vois que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous se sont penchés sur les Garmin. Et c'est vrai que les Garmin sont vraiment pas mal. Alors les plus chers, moi non. Hein, je mettrai jamais ce prix-là dans une montre connectée. À la limite, dans une montre bijou, pourquoi pas, mais une montre connectée, non. Par contre, il y en a dans les prix intermédiaires qui semblent raisonnables. Moi, il faut savoir que dans les sports que je peux pratiquer, parfois, ça peut prendre la montre, elle peut prendre des nions. Il faut bien que je fouille, quoi. Il faut bien que je regarde. C'est pour ça, moi, j'avais regardé les Instinct. Les montres Instinct me semblent pas mal. Moi, j'ai pas besoin que ça soit joli, je veux juste que ce soit pratique et que ça soit résistant, quoi. Donc voilà. Bref, c'est quand même pas mal tous ces trucs-là de marcher plus. Et on l'a tous vu. Hein. Moi, la montre quand elle vibre et elle dit vous êtes à X, c'est quoi déjà temps passé en activité durant l'heure. Faut bouger un peu plus. C'est vrai que ça te met une petite calebasse derrière la tête pour te dire écoute là tu fous rien, il faut bouger quoi. C'est pareil pour si vous avez le truc pour les verres d'eau et tout ça, de boire un peu plus. Ou après moi sur la diététique, j'ai pas, ça n'oriente rien en fait puisque je regarde ma quantité de calories brûlées en fin de journée et pas forcément au fur et à mesure de la journée. Je vais pas gérer ma diète. Je vais pas me dire tiens j'ai brûlé moins de calories donc je mange moins. Je vais plutôt me dire pourquoi j'ai brûlé moins de calories quoi. Il faut que je bouge plus. Mais je cherche pas à réduire ma diète parce que j'ai moins bougé. Parce que j'ai un mode de vie et si j'ai moins bougé, c'est que j'ai été plus sédentaire. Et pour moi, c'est la sédentarité. Il vaut mieux lutter contre la sédentarité, étant donné que j'ai déjà une diète bien calibrée, plutôt que de réduire sa diète alors que je suis déjà sur le fil du rasoir, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que tous ces outils connectés, moi, le truc que j'attends le plus, c'est quelque chose de non invasif pour la glycémie. Alors vous allez me dire, mais ça existe déjà, on a le Freestyle Libre 2 et Libre 3, dont Alouche, Réginald Alouche, le docteur, là, on en a parlé largement. C'est lui d'ailleurs qui l'a beaucoup popularisé ces derniers mois, là. Donc c'est oui, d'accord, mais d'ailleurs, je crois qu'il y a une petite électrode qui rentre dans le liquide interstitiel, là. Moi, je parle vraiment de quelque chose de non invasif dans une watch, quoi, dans une montre connectée. Et là, quand ça sera d'office, là, à mon avis, il va vraiment y avoir du changement. Il y a enfin, je sais même pas s'il y a pas, si les Apple et tout ça freinent pas un peu des cas de fer parce que il me semble que quand ça va sortir, parce que tous ceux qui ont mis les capteurs là, les libres freestyle machin là, tous ils ont vu des trucs où ils s'y attendaient pas. Ils se sont dit: «Oh là là, quand je mange ça, ma glycémie, elle explose», alors que parfois, on vous dit au-dessus de 200 à n'importe quel moment de la journée, c'est du diabète de type 2 et tout. Il y en a qui explosent des trucs sans avoir de diabète, ils ont des taux super élevés. Ils se disent: «Mince, mais ma glycémie, en fait, elle est super élevée». Parce qu'ils avaient l'habitude de faire une petite glycémie à jeun une fois par an s'ils ont plus de 40 ans et une fois tous les 2-3 ans s'ils avaient moins de 40 quoi. Et s'ils sont sportifs, peut-être un peu plus fréquemment, s'ils sont un peu soucieux de leur santé. Mais globalement, les gens se basaient sur leur glycémie à jeun une fois par an. Sauf que la glycémie, il y a la glycémie à jeun, il y a la glycémie postprandiale, il y a la glycémie avant le sport, après le sport, il y a la glycémie après un fort événement stressant. Et donc du coup, ça permet un peu de se connaître mieux. Et c'est vrai que cet outil-là, ça apportera, je pense même plus
que ce qu'apportent aujourd'hui les algorithmes qui analysent un peu toutes les données de la montre pour vous dire si vous avez bien dormi et tout ça. Puisque c'est qu'un algorithme, hein, qui calcule tout ça en fonction des battements cardiaques, des mouvements, de la température cutanée, enfin bon bref, toutes ces choses-là. Et c'est vrai, quand vous allez mettre la glycémie en plus de ça, et que cette glycémie, elle sera calculable, entre guillemets, sans avoir une électrode qui pénètre la peau, là, on aura quelque chose de vraiment, vraiment pertinent. Surtout que ça va être le jour où ça sera le cas. On peut se dire que les montres comme Apple et tout vont l'avoir. Donc, ça va devenir très grand public. Qui dit très grand public, ça veut dire, il y a plein de gens. Un petit peu comme au début, quand les alertes. Vous vous rappelez les controverses qu'il y avait quand Apple a mis les alertes par rapport aux problèmes de rythme, de troubles cardiaques et tout ça. Parce qu'il y a des gens, ils se sont retrouvés chez le cardiologue parce qu'ils avaient eu des alertes sur la montre. Alors moi, c'est super pratique, hein. Si vous avez une alerte sur votre montre, allez voir sur Internet, les gens en parlent, hein. Alors moi, pour l'instant, j'en ai pas eu, je touche du bois. Mais il y a des gens qui vous pouvez, en fait, il vous fournit un PDF et tout à fournir à votre médecin, hein, le logiciel. Donc c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Et ça avait créé un peu du débat à l'époque parce que il y en a qui vont dire ouais, mais on va avoir des hypocondriaques et tout. Mais non, en fait, puisque la montre elle est pas hypocondriaque. La montre, elle donne des faits, elle analyse des marqueurs, elle a un algorithme et tout, elle sort un document. Ça veut pas dire vous êtes en mauvaise santé ou vous êtes en bonne santé, ça veut juste dire attention, nous on a ça, serait bien de consulter. Donc c'est pas de l'hypocondrie, c'est juste de la prévention, il me semble, basée sur de la technologie, ce que je trouve bien. Et d'ailleurs, je trouve que offrir une montre connectée type Apple Watch ou quoi à un parent qui aurait des problèmes de ce type, c'est pas une mauvaise idée, quoi. Ça fait un peu de prévention, ça fait un petit suivi. Enfin bon. Et quand on aura en plus de ça, et déjà à l'époque, il y avait eu pas mal de débats par rapport à ça. Imaginez quand il y aura en plus la glycémie. Puisque la glycémie, si vous avez quelque chose de fiable, le diabète disparaît en fait. Pourquoi il disparaît ? Je dis disparaît, je suis très optimiste, hein, mais c'est volontaire. Parce qu'on sait que quand je parle du diabète, c'est le diabète de type 2. Hein, n'entendez pas le diabète de type 1. Pardon, j'ai avalé de travers. Le diabète de type 1, c'est presque une autre pathologie, on va dire. C'est génétique, c'est autre chose. Une maladie auto-immune. Là, je parle du diabète de type 2, qui est plutôt largement conditionné par le mode de vie, l'alimentation, et forcément un peu la génétique aussi, mais par on appelle ça souvent le diabète du style ou du mode de vie. Et même de plus en plus du diabète de type 3 pour l'Alzheimer. Mais bon, ça c'est autre chose. Le diabète de type 2, les spécialistes, dont Alouche, le docteur Alouche en parle, il y a une phase où ça peut être réversible, c'est le prédiabète. Donc, durant la phase de prédiabète, on peut freiner des cas de fer et reprendre un mode de vie plus compatible avec soi-même, quoi. Et donc, du coup, inverser ça. Quand le diabète est installé, il y en a qui disent qu'on peut le guérir. J'ai l'impression qu'on peut le mettre enfin, d'après ce que je lis, c'est beaucoup de témoignages, plus que des études, qu'on peut le mettre en sommeil plus que de le guérir. C'est-à-dire que quand c'est là après. Mais après, on peut le mettre en sommeil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on n'a plus les inconvénients, on n'a plus le traitement qui de plus en plus lourd, mais plutôt une forme de stabilité, mais pas une disparition de la pathologie totalement. Certains me diront que si, peut-être, hein. Moi, j'essaye de rester sur ce que je lis plus que sur ce que j'entends. Voilà. Sinon, je vais à Lourdes et tout va bien. Mais donc, si vous imaginez, si vous avez une montre qui vous dit là, vous êtes en prédiabète depuis 1 mois, 2 mois, si vous continuez comme ça pendant 1 an, le diabète de type 2 s'installe. Bon, aucune personne bien câblée ne va se dire, je vais continuer. Je veux dire, et puis si vous mettez, comme sur les paquets de cigarettes, des poumons cramés, là, vous mettez des orteils amputés ou des choses comme ça, la personne, elle va se dire, voilà ce qui m'attend si je fais pas gaffe.
Je vais peut-être troquer mon pain de mie complet que je pensais bon pour la santé contre, je sais pas moi, une pomme ou... Enfin bon bref, vous avez compris la logique. Et ça, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pro-industrie pharmaceutique ou contre, ou ça, on s'en fout, c'est des faux débats. On peut pas nier qu'il va y avoir un impact énorme au niveau des traitements, des coûts et tout. Alors, est-ce que les traitements vont devenir plus chers parce qu'il y aura moins de cas? Mais il me semble qu'on pourrait presque éradiquer certaines pathologies, en fait, avec ce genre de tracker. C'est pour ça, je, je suis plutôt, moi, souvent, je regarde beaucoup le passé pour les bons comportements alimentaires et tout. Mais je peux pas m'empêcher aussi d'être hyper optimiste par rapport à l'avenir et tous ces trackers, que ça soit sommeil, diététique, glycémie, tout ça, parce que on va pouvoir certainement améliorer. Et puis même pour le sportif, si vous arrivez à votre séance de sport avec la glycémie déjà dans les chaussettes, à peine vous allez faire votre réchauffement, que vous allez tomber en hypoglycémie, bon ben ça sera quand même une information pertinente, quoi. Pareil quand vous serez en train de courir. Imaginez, vous êtes en train de courir, vous saurez exactement à quel moment prendre votre boisson glucidique, alors qu'aujourd'hui vous le faites un peu au hasard. Vous vous dites, ok, je commence à boire mes glucides qu'après 30 minutes de course, parce que j'ai lu que c'était à peu près ça. Mais n'oubliez pas que la moyenne ne représente personne. En fait, la moyenne, c'est une moyenne d'un tas de personnes. C'est-à-dire qu'il y a un extrême d'un côté, un extrême de l'autre. Vous savez pas du tout où vous êtes, vous, dans cette moyenne-là. Donc, vous faites à peu près la moyenne de tout ça. Et je sais plus qui disait ça d'ailleurs, pour la moyenne, je sais plus, j'avais vu, mais je crois que c'est un dicton connu, faites la moyenne de tous les cailloux sur la plage, vous aurez une moyenne, mais en fait cette moyenne ressemblera à aucun des cailloux, ne sera aucun de ces cailloux. Et c'est vrai que c'est pas idiot comme comparaison. Mais bon, c'est d'avoir ce suivi, moi en tout cas je l'attends avec impatience. J'espère que je l'aurai pas trop tard, que je puisse en profiter quand même bien par rapport aux séances de sport et tout. Et, d'ailleurs, mettez-le en commentaire. Qu'est-ce que ce serait, une fois que la glycémie sera bien incorporée dans toutes ces montres, selon vous, ce serait quoi le truc le plus pertinent qu'on puisse avoir après connecté comme ça sur la montre? C'est quoi le biofeedback en plus qu'on pourrait avoir et qu'on n'a pas déjà, hein? Vraiment un truc pertinent. Moi là, comme ça, à froid, enfin à froid non, à chaud plutôt, ou à froid, je sais jamais comment on dit, parce qu'à chaud, je suis chaud là dans le discours, mais je suis froid sur le sujet. Donc je suis froid sur le sujet, j'y ai pas réfléchi. Qu'est-ce que ça pourrait être qui pourrait me plaire d'avoir? Alors pas forcément que muscu. Je pense que le niveau d'hydratation, ce serait bien. D'avoir le niveau de déshydratation, ça serait quelque chose de pertinent aussi. Parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de déshydratation qui induisent chez certaines personnes de la faim, et les gens se tournent vers de l'aliment plutôt que de la boisson, donc de boire un verre d'eau, ils vont manger, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif en fait, d'avoir quelque chose de plus fiable que la soif, ça serait cool, quoi. Alors je sais, il y en a qui se disent qu'il faut baser sur ses instincts, mais bon, les instincts aujourd'hui, on est là où on en est aujourd'hui sur l'obésité mondiale, les gens ont écouté leur instinct, hein. Leur instinct leur disait tiens, j'ai faim, je mange, hein. Alors forcément, vous allez me dire oui, mais les instincts les ont guidés vers les aliments dont on leur a bourré le crâne avec les publicités. Oui, mais bon, il faut vivre dans le monde dans lequel on est, malheureusement. Et un des meilleurs conseils que je peux donner aux gens, c'est de ne pas attendre que le monde change, quoi. Parce que il y en a qui, depuis que je suis tout gauche, j'entends que les publicités c'est mal et tout. Ça n'a pas changé d'un iota. Et donc ça veut dire que, enfin, j'ai 37 ans, donc depuis 37 ans, ça fait quand même beaucoup d'années. Et heureusement qu'on n'attend pas que les choses changent pour se prendre en main, quoi. C'est un peu le discours du paresseux, quoi. Ouais, mais quand ça ira mieux, c'est de la faute du peuple, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de l'industrie, si X ou Y. Non. Moi, j'aime bien donner les clés de la responsabilité, parce que ça donne beaucoup en fait, les clés de la liberté, quoi. Faut pas se sentir emprisonné dans un système, hein. On est libre de faire ce qu'on veut, de mettre ce qu'on veut dans notre assiette, de manger les quantités qu'on souhaite. Ça, c'est une forme de liberté individuelle. Après, on fait des choix.
Il y a des moments où on est plus fragile que d'autres et on va plus manger ou autre, mais on a la liberté. Personne fait nos courses, personne fait notre cuisine et personne remplit notre assiette à notre place. On le fait nous-mêmes et donc forcément, il n'y a pas une entité externe qui nous tire les manettes, quoi. C'est vraiment nous qui agissons. Donc c'est pour ça, c'est la liberté. Après, il y a des gens peut-être qui sont contre la liberté. Moi, c'est pas mon cas. Il y a des gens, ils sont contre la liberté, qui pensent qu'il faut être guidé par les publicités et que du coup, tout ça doit être meilleur. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je pense qu'on doit se responsabiliser à titre individuel. Voilà. Bon, j'espère que... Alors ici, dans le sud, la chaleur redescend un petit peu, ce qui rend beaucoup plus facile les entraînements. Là, les derniers, c'était un peu suffocant, là. En plus, moi, je m'entraînais en extérieur, donc... sur une terrasse, donc du coup... quand on commence à charger un petit peu, notamment les jours des cuisses, faire les squats à 30-31 degrés avec le vent chaud, 30-31 à l'ombre, c'est plus en plein soleil, mais avec le souffle chaud là, on a l'impression que c'est un radiateur soufflant sur le visage. Je vous garantis que c'est là le corps, on lui demande de s'adapter, quoi. On le force à s'acclimater. D'ailleurs, vous verrez que plus on a les écarts de température sont élevés, plus vous aurez des gros symptômes d'épuisement aux phases de transition de température. Donc là, je pense qu'on s'est tous plus ou moins adaptés à la chaleur. Là-dedans, je pense que vous souffrez moins de la chaleur aujourd'hui qu'au 1er juillet, quand l'été a commencé et que les grosses chaleurs sont arrivées. Mais vous allez voir, quand le froid va arriver aussi, vous allez avoir une petite période de fatigue. Et ça, j'ai mis longtemps, moi, à comprendre qu'il y avait un lien avec ça. Mais effectivement, quand vous demandez à votre corps d'un coup, le thermostat, il doit le changer. Il sait pas le faire d'un coup. C'est pas comme vous, quand vous allez à votre chauffe-eau ou votre thermostat dans le salon, là, et que vous dites, oh, c'est bon, je baisse la température. Ce serait bien d'avoir un curseur. Et d'ailleurs, tiens, autre biofeedback, des informations sur la thyroïde. Ça pourrait être intéressant. Et d'ailleurs, je préférerais même avoir ça que celle sur la testostérone ou le cortisol, personnellement. Parce qu'être stressé, je suis capable de le sentir. Si je suis stressé ou quoi. Donc forcément, si je suis stressé, le cortisol, je me doute qu'il est sécrété. Mais par contre, d'avoir des retours sur la thyroïde, c'est des choses qui pourraient m'intéresser. Ça, en tant que pratiquant de muscu et tout, ça permet de bien orienter sa diététique, surtout si on est en sèche, savoir si on tape pas trop fort sur son organisme, quoi. Voilà, donc je m'arrête ici. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent parler cortisol, j'en ai largement parlé avant-hier à 10h du matin. On en reparle là en description si vous voulez. Donc ça s'appelle Le cortisol qui baisse enfin. Vous avez le lien, cliquez, vous accédez au PDF, au cours vidéo. Donc vous avez certainement plus d'1 heure à regarder. Et sinon, allez voir tous les autres liens dont j'ai parlé dans cet épisode dans les notes. Allez, très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu,
Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.